Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien calés sur le 100 FM, la fréquence juive de Toulouse et vous êtes dans votre émission Israël le Mag, une émission qui démarre un peu plus tôt que d'habitude. La situation en Israël nous a obligés à prendre l'antenne un peu plus tôt, donc à 9h30 et avec Laurent à la technique que je salue. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct avec aussi Chaim. Bonjour Chaim. Bonjour Serge. Chaim, on vous entend pas? Écoutez, moi je suis avec vous. Bon, on vous entend très bien. Chaim, peut-être nous parler de ce moment un peu particulier que nous vivons et puis surtout de nous montrer le programme pour nos auditeurs. Eh bien écoutez, à événement exceptionnel, horaire exceptionnel, puisque nous commençons à 9h30 et bien sûr la presque intégralité de cette émission sera consacrée à l'opération militaire Bouclier et Flèche qui a commencé dans la nuit de lundi à mardi et s'est terminé hier à 22h. Alors nous aurons différents intervenants pour nous expliquer ce qui s'est passé, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Nous recevrons Yehuda Lankri, qui a été ancien ambassadeur d'Israël en France. Nous aurons le point de vue de Dror Even-Sapir, analyste politique à i24 News. Nous aurons également Jonathan Arfi, qui nous présentera le point du CRIF, et puis des témoignages de David Lalouche à Ashdod, Ashkelon, de Josrienne à Tel Aviv, et nous verrons avec Victor Vince quel a été le rôle, une fois de plus, déterminant du Magen David Adom. Mais nous allons commencer immédiatement par une autre actualité avec Rudy Saada. Rudy Saada, qui est le directeur de la rédaction de nos confrères et amis de RCJ à Paris. Alors, Rudy, bonjour. Bonjour, bonjour Chaim. Alors, Rudy, vous avez été à Djerba et vous avez vu de vos propres yeux l'attentat. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ? Alors effectivement, j'étais du côté donc de Djerba pour suivre pour la deuxième année consécutive le pèlerinage de la Griba, avec une ambiance déjà assez particulière puisqu'il y avait une tempête de sable et énormément de pluie cette année. On était loin du cliché avec ce beau ciel bleu habituel de la Griba. Voilà, et puis donc j'ai couvert pendant 2 jours les festivités, parlé avec beaucoup de monde, et puis une fois que la Griba s'est terminée, c'est-à-dire le deuxième jour aux alentours de 18h, je suis un petit peu resté avec les quelques Djerbiens. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pèlerinage, il y a évidemment énormément de touristes qui arrivent par bus et ils repartent généralement aux alentours de 18h. Et 18h, c'est l'heure à laquelle les Djerbiens, les Juifs Djerbiens, la petite communauté de 1200 personnes, on reprend possession des lieux pour célébrer ce pèlerinage. Donc voilà. Et donc au moment de la fin du deuxième jour, l'orchestre qui fait de la musique habituellement est en train de remballer. C'était terminé et il restait quelques centaines, à peu près 500 personnes à l'intérieur de la synagogue, en grande majorité des Juifs djerbiens, puisque les cars, les bus étaient déjà repartis vers les hôtels. Donc, je suis resté faire quelques interviews et puis je suis parti pour trouver un taxi. C'est une zone où il est très difficile de trouver un taxi. Donc, je suis resté 45 minutes dans la zone en essayant d'aller au point de taxi, mais il était pris d'assaut, et puis de remonter un petit peu dans la rue. Et en remontant dans la rue, j'ai entendu comme des bruits de pétards. Je me suis dit, bon, euh, on doit être, on doit être, enfin voilà, peut-être que les jeunes du quartier ont repris possession des lieux et font quelques pétards, mais voilà, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Et puis un taxi que j'ai essayé de prendre, j'étais avec un père et son fils que j'ai essayé de prendre en amont, a dit non, non, j'ai quelqu'un à aller récupérer là-bas. Si j'arrive pas à le récupérer, je viens vous reprendre. Et le taxi a fait peut-être 50 mètres, il a fait demi-tour d'un coup et il m'a dit OK, je vous prends parce que derrière, on m'a dit qu'il y avait une énorme dispute. Voilà ce qu'il avait dit. Et effectivement, une fois dans le taxi, j'ai entendu on m'a envoyé un message pour me dire qu'il se passait des choses à l'intérieur et que des gens étaient confinés. Donc, j'ai tout de suite pris contact avec les gens que je venais d'interviewer pour vérifier. Et effectivement, on leur a dit de rester. Il y avait mon confrère et ami Bernard Abouaf à l'intérieur aussi de Radio Shalom. Et donc, sont restés confinés dans la Griba.
voilà, quelques centaines de personnes pendant plusieurs heures. La zone a été bouclée immédiatement. Et à partir de là, évidemment, ça a été compliqué d'avoir des informations fiables, puisqu'il y avait évidemment plusieurs rumeurs qui circulaient, voilà, de trois assaillants, un qui courrait encore dans la ville. Voilà, le temps que le scénario se dessine, il a fallu plusieurs heures. Et donc, on s'est réunis avec les journalistes présents, parce que j'étais avec une délégation de journalistes, notamment des journalistes arabophones. Et donc, on a recoupé toutes les informations qu'on pouvait avoir pour pouvoir informer les gens. C'était inutile de retourner sur place parce que la zone était bouclée. Et donc, on était constamment en lien avec des gens à l'intérieur. À Djerba, donc on a quand même, ça commence à bien faire. Est-ce que le fait de cibler des juifs qui viennent pèleriner, en tout cas dans cette synagogue, ne pose pas un problème aujourd'hui compte tenu de l'environnement? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre les événements en Israël et cet attentat? C'est difficile à dire parce que le pèlerinage d'Agreba est chaque année une cible. Il y a aussi un contexte politique difficile en Tunisie avec un président de plus en plus autoritaire qui vise justement les islamistes. Donc ça aussi, c'est à mettre en perspective. Évidemment, c'est un attentat antisémite. Après, est-ce qu'il y a un lien avec Gaza? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des événements au Moyen-Orient pour avoir des gens qui veulent tuer des juifs. Donc, est-ce que ça a été un déclencheur? Je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le terroriste avait été suspendu par sa hiérarchie quelques jours avant pour radicalisation, pour des idées islamistes. Donc, c'est tout un faisceau de raisons qui font que cet attentat a eu lieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est à 100% le fait qu'il en veuille à sa hiérarchie? Non, certainement pas. Évidemment, est-ce qu'il a été inspiré ou il voulait venger quelque chose à Gaza? Peut-être, mais je pense que dans tous les cas, c'est un pèlerinage qui chaque année se fait sous très haute sécurité, qui est menacé, qui est un enjeu d'image, qui est un enjeu politique, qui est un enjeu touristique très important pour Djerba. Donc, s'il y a un endroit où il fallait frapper, c'était ici. Merci en tout cas Rudy Sada, donc le responsable de la rédaction de RCJ. Merci à vous et nous allons passer à notre deuxième témoignage. Il s'agit de David Alouche qui habite à Ashkelon, une ville qui a été durement touchée lors de cette opération bouclier et flèche. Alors je ne sais pas si Bernard David est en ligne avec nous. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Toulouse. Je suis en Voilà. connexion avec vous. Est-ce que vous êtes on vous voit pas, en tout cas, on vous voit pas. Vous êtes par téléphone, d'accord, ok. Alors, Bernard, la première question qu'on veut vous poser, comment vous avez vécu cet événement où on sait qu'Ashkelon a été une ville durement touchée par les roquettes du djihad islamique? Alors, ce que je peux vous dire, comme tout le monde le répète, c'est que le sud d'Israël a une population avec une très forte résilience. Mais quand on a 5 jours de pluie de roquettes, pour vous donner un chiffre, sur Ashkelon, 80 roquettes, plusieurs maisons endommagées. Donc on a un stress très très élevé. Beaucoup de gens ont des crises d'angoisse, des crises de panique. Et puis à chaque sirène, chaque azaka, on se dit est-ce qu'elle va tomber sur l'immeuble ou pas. Savoir qu'en 2021, une roquette est tombée sur mon immeuble. Donc, à chaque fois que je suis dans le mamad, c'est-à-dire la chambre forte, on prie que ça tombe dans un champ ou que la Kippa de Barzel réceptionne la roquette. Voilà. Donc, c'est assez dur sur le plan psychologique, sur le plan des nerfs. Là, cette fois-ci, on a été vraiment, vraiment secoués. Alors David, Voilà. Ashkelon, c'est malheureusement une ville qui est une cible privilégiée pour les terroristes, que ce soit ceux du Hamas ou du djihad islamique. Moi, je me souviens d'avoir été quelque temps à Ashkelon et d'avoir vu des traces de roquettes, pas seulement sur les maisons, mais sur les trottoirs. Alors, quel est le sentiment, vous parlez bien évidemment
les aspects psychologiques, de se retrouver aux abris, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, mais est-ce qu'il n'y a pas, au fur et à mesure que les années passent, un espèce de constat de lassitude, d'échec des habitants d'Ashkelon? Est-ce qu'il y a des gens qui quittent Ashkelon? Alors non, constat de lassitude, oui, constat d'échec, sûrement oui, et les gens ne quittent pas, ne quittent ni Sderot, ni Yad Mordechai, ni Ashkelon, ni Netzabdim. Non, on reste là parce que on a choisi d'être là, donc on va pas leur faire ce cadeau de partir. Le problème, c'est qu'on a pris, il y a une certaine routine, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des séquences comme mai 2021, août 2022, février 2023, parce que 2023, on a quand même eu 100 roquettes dans la région, et cette semaine. Alors, le sentiment, c'est plutôt un sentiment d'échec, mais quoi faire? Le problème, il est là, quoi faire? Aujourd'hui, quand vous posez la question aux Israéliens, que ce soit de Sderot, où j'ai des amis qui ont même vécu dans le Gush Katif ou ici à Ashkelon, on nous dit il faut raser. Et ça, c'est pas la solution. Aujourd'hui, on peut pas. La solution, c'est de détruire les stocks de munitions, les tunnels, c'est de cibler comme on a fait. Et je félicite l'armée israélienne pour ces opérations chirurgicales, d'avoir descendu 3 chefs terroristes. Et au total, il y en a une dizaine. Mais on n'a pas de solution. Il faut bien le savoir. Il n'y a pas de solution. La seule solution, elle ne peut être que politique. Aujourd'hui, on a fait le sale boulot. On a affaibli l'OLP d'un côté et on a renforcé quand même le Hamas qui n'a pas joué le jeu avec le djihad islamique. Donc le Hamas s'est renforcé. Donc on doit discuter avec eux, malheureusement, même si c'est une entité terroriste. Et le problème, c'est qu'il faut se mettre autour d'une table avec les Américains, l'Union européenne, les Qataris, etc., pour essayer de voir comment relancer une économie, relancer la machine dans Gaza pour qu'on puisse avoir un peu de stabilité, puis un peu de sécurité, puis de tranquillité, surtout au niveau de la bande côtière et puis de la bande de Gaza où on n'en peut plus, quoi. Les enfants, quand ils entendent de bruit, ils sursautent. J'ai un ami qui a fait les 3 guerres ici en Israël, il me dit quand j'entends la Zaka, je sursaute. Pour vous donner un exemple. Merci David, en tout cas, de votre témoignage et puis de votre analyse aussi, qui est assez claire. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite bon courage, soyez prudents, faites attention à vous, protégez votre famille et je vous dis à bientôt, peut-être sur les ondes de Kol Aviv et peut-être à bientôt en Israël. Allez, à bientôt, Shavua Tov. On est encore en alerte ici, jusqu'à vendredi. D'accord, ok. Merci, au revoir. Très bien, bye. Voilà, donc nous allons partir sur Tel Aviv avec Josrienne, qui est médecin à Tel Aviv et qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé à Tel Aviv pendant ces 5 jours de tension et de guerre, littéralement. Jo est avec nous, peut-être? Oui. Alors, Josrienne, bonjour. Alors, la question que je voulais vous poser était que c'est vrai, il y a eu quelques alertes sur Tel Aviv, Waouh. Je crois qu'on a un petit problème. Un petit problème technique là. Ah voilà, c'est bien. Voilà, parfait. C'est bien. Oui, Josrienne, bonjour et Shavua Tov. Il n'est plus là. Il est là. Voilà. Le voilà. Alors, Jo, il y a eu des alertes sur Tel Aviv, sur Ramat Gan et la périphérie, et puis en même temps, on a vu du monde sur la Taillelette, des activités qui continuaient. Alors, j'ai envie de vous poser la question, c'est que d'un côté, on peut dire que les habitants de Tel Aviv ont fait preuve de résilience et donc ont continué leur vie comme si de rien n'était. Mais j'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que à Tel Aviv, il n'y a pas une espèce de désintérêt pour ce qui se passe au sud, pour les Israéliens qui habitent dans les villes près de la frontière de Gaza? Non, pas du tout, pas du tout. Là, je réponds très clairement et très nettement, non.
les Tel Avivis, comme les Hierosolomitains, comme les gens de Netanya, comme les gens de Haïfa, en fait, toutes les personnes qui ne sont pas directement impactées par les roquettes, c'est-à-dire qui n'habitent pas Sderot ou autour de Sderot, ou autour d'Ashkelon et un petit peu Ashdod, sont malgré tout concernés. Israël est un pays où il règne dans ce genre de situation une réelle solidarité, et tout le monde est concerné par cette aventure, évidemment. Bien sûr, d'autant plus que toutes les familles dans ce pays ont des enfants ou de la famille qui sont dans l'armée et donc qui sont également susceptibles d'être appelés à tout moment, ou en tout cas qui sont mobilisés. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas un désintérêt, il y a même au contraire une grande solidarité avec beaucoup d'appels d'accueil pour les personnes qui vivent dans le sud. Non, non, pas du tout. Simplement, la vie continue, c'est vrai, elle est peut-être dans ces périodes un peu moins difficiles, parce qu'il y a moins d'alertes, moins de Hazakot qu'à Sderot ou à Ashkelon, ou dans les Moshavim et les kibbutzim autour de Gaza. Mais non, réellement, les personnes les Tel Avivis sont concernés autant que les autres. Hein, réellement. Non, c'est hélas quelque chose qu'on entend fréquemment, mais ça ne veut absolument rien dire, d'autant plus qu'à Tel Aviv, il y a une forte mobilisation concernant l'avenir du pays. Il n'y a pas que, c'est vrai, aujourd'hui, ce problème avec Gaza, mais il y a aussi un grand nombre de petits problèmes et de grands problèmes qui sont posés en Israël, et les Tel Avivis, comme tous les Israéliens, sont extrêmement mobilisés contre ou pour la réforme, mais sont extrêmement présents, sont des citoyens très, très, très engagés. Alors, Jo, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais revenir avec vous sur. On a parlé beaucoup de traumatisme avec David d'Ashkelon, de traumatisme, cette pathologie psychologique post-traumatique que l'on connaît très bien quand on est médecin. Et est-ce que vous l'avez ressenti dans votre cabinet, ou bien est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces événements avec les retentissements et les cicatrices qui sont quelquefois indélébiles? Et là, ça n'est pas la première fois. La première fois que cela se produit, donc il y a déjà maintenant une certaine expérience, entre guillemets, de ce genre de problèmes, et de problèmes souvent graves, avec vraiment des situations qui, quand elles ne sont pas, hélas, mortelles, peuvent entraîner ou entraînent des problèmes psychologiques de type traumatisme psychologique. Il y a en Israël des structures qui sont très, très, très bien faites, et c'est très, très au point. Il y a vraiment un suivi de ce genre de problèmes, de pathologies. Les mairies mettent en place des services d'accueil. Les hôpitaux également ont des services spécialisés. Et puis, il y a aussi un grand nombre d'ONG, d'associations qui proposent aux Israéliens, quand ils ont des problèmes de cette nature, une prise en charge réelle. Beaucoup de psychologues sont formés à ce genre de situation, et il y a une prise en charge de la situation globale de la population. Donc non, là vraiment, c'est quelque chose qui est très au point, et là c'est lié à l'ensemble des dernières manifestations, des derniers problèmes. Ça fait quand même quelques années que ça dure. Hein. C'est pas la première histoire de ce type, il y en aura d'autres, mais en tout cas, celle-là a été attendue, elle a été rapide, 5 jours, elle va entraîner des problèmes psychologiques, mais je peux vous rassurer, la prise en charge est bien installée en Israël. Si, en tout cas, j'ose rien de votre intervention et de votre témoignage. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale avant de retrouver notre prochain invité, du responsable international du Magen David Adom, Victor Vince. Hey, you don't like the way I'm talking, hey, so you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA?
Voilà, je voulais mettre un petit peu de ciel bleu parce qu'Israël, c'est aussi ça, c'est aussi troisième avec à l'Eurovision d'hier soir avec cette prestation merveilleuse de Noah Kirel, une future star, en tout cas une Beyoncé, une Rihanna. Et merci à elle, en tout cas pour nous, elle était la numéro 1 hier soir. Mais voilà, je voulais quand même rendre hommage à cette jeune fille de 22 ans qui a représenté Israël hier à l'Eurovision, qui malgré le contexte est arrivée en troisième position. Bravo à elle et félicitations. Et nous allons continuer nos témoignages avec Victor Vince. Je ne sais pas si Victor est en ligne. Bonjour Victor, si vous êtes là. Bonjour Serge. Bonjour Victor. Alors Victor, comme toujours, le MDA est sollicité toujours en première ligne dans les événements et ces 4 jours, le MDA a été, le Magen David Adom a été là présent. Comment vous avez géré cette mobilisation? Est-ce que vous avez descendu des ambulances vers le sud, sachant qu'il allait se passer quand même plus de choses dans cette région-là? Ou comment vous avez, ça s'organise quand on est dans une période de guerre comme celle-là? D'abord, en fait, le Magen David Adom a quand même une grande expertise de ces événements. On est préparé pour ça et ça reste une organisation qui est en état d'alerte quand même maximale, assez régulière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a de la chance d'avoir des bénévoles qui ont une très forte mobilité. En tous les cas, c'est ce qu'on exige d'eux. Et bien évidemment, on a renforcé en matériel médical, en matériel de protection aussi nos secouristes et bien entendu en hommes. Donc voilà, c'est plus d'1 millier d'hommes qui sont descendus dans le sud d'Israël et évidemment une centaine d'ambulances supplémentaires pour parer à toute éventualité. Raïm? Oui, alors on connaît la capacité de mobilisation extrêmement rapide, Victor, du Magen David Adom. Par rapport, disons, il y a eu par exemple l'exemple de Rehovot, où une maison a été touchée et un Israélien a été tué. Combien de temps il vous faut pour arriver sur les lieux? D'abord, vraiment très peu de temps, en moyenne, dans tout Israël, quel que soit l'incident d'ailleurs, en moins de 3 minutes, nos secouristes sont sur place aussi parce qu'on a tout un tas de véhicules qui ne sont pas forcément des ambulances, ça peut être des motos médicalisées, elles sont extrêmement rapides, ce sont des véhicules qui se faufilent dans le trafic. Donc ça, c'est et puis bon, c'est aussi le savoir-faire du Magen David Adom. On est l'organisation de secours la plus rapide au monde, et on a cette capacité aussi de déployer de très nombreux hommes sur le théâtre des opérations. Ce qui fait vraiment la difficulté en fait de notre organisation dans ces moments-là, cher Raïm, c'est quoi? C'est très simple en fait, c'est que lorsque les gens rentrent dans les abris, c'est à ce moment-là que nos bénévoles et nos secouristes sortent. Donc, ils sauvent des vies, ils mettent leur propre vie en danger. C'est la raison pour laquelle, et on le voit sur les images à l'écran, eh bien, on est obligé de les protéger. Gilet pare-balles, casque, ça, c'est le matériel de base dans des conditions comme celles que nos secouristes ont vécues ces derniers jours. Alors Victor, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le bilan de cette opération bouclier flèche, en tout cas du côté israélien? Alors, en termes de victimes, on a environ 80 blessés. Voilà. Certains sont dans des états sévères. On déplore malheureusement 2 morts, mais en termes d'intervention, on est autour d'1 millier d'interventions quand même. Donc, c'est un travail qui est absolument colossal, qui a été vraiment concentré, intense ces derniers jours, sachant que notre organisation doit continuer à fonctionner absolument normalement et dans son quotidien, parce que c'est pas parce qu'il y a la guerre dans le sud ou des missiles qui tombent sur une partie du territoire israélien qu'il n'y a plus d'accidents de route, d'accidents cardiaques, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le front du terrain, a été assez pénible, mais on a l'habitude, voilà, ça fait partie du travail du Magen David Adom. Il y a aussi, il faut le dire, le front financier, cher Serge, parce que chaque jour, en termes d'argent, cette opération a coûté au Magen David Adom presque 2 millions de shekels. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et c'est la raison pour laquelle, pas qu'à Toulouse bien sûr, mais dans toute la France et dans toute l'Europe et dans le monde entier d'ailleurs, on a fait un appel aux dons. Parce qu'il faut le rappeler, il faut rappeler, Raïm, que cette organisation, Magen David Adom,
n'est pas financé par l'État d'Israël. Alors justement, Victor, aujourd'hui c'est jour pour jour le 75e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël, 14 mai 1948, et il y a une énigme que nous posent souvent les auditeurs. Comment se fait-il que le gouvernement d'Israël ne finance pas le Magen David Adom? C'est incompréhensible. Alors d'abord, il y a une forme d'incompréhension de la part du MDA lui-même, et le directeur général Eli Bin monte au front très régulièrement et même dans les médias pour demander de l'aide. Je pense que c'est aussi compliqué parce qu'on a un système de société amie à travers le monde qui est assez efficace, et on voit à quel point en fait les gens sont en capacité, en mesure de défendre financièrement notre organisation quand on a des besoins spécifiques comme lors d'une guerre. On est tellement bien structuré finalement que l'État d'Israël se dit c'est bon, c'est OK. Mais en réalité, il faut dire une chose, c'est que c'est très compliqué. Le Magen David Adom, c'est du flux tendu, du matériel médical ou pour équiper nos ambulances. On en a besoin au quotidien, et les dépenses sont extrêmement importantes, que ce soit même en essence, en kérosène pour nos hélicoptères, etc., etc. Donc, quand je dis que c'est du flux tendu et que ça coûte 2 millions de shekels par jour, ce sont quand même des sommes qui sont colossales et qui viennent en su de ce que Magen David Adom doit dépenser pour le quotidien. Donc, la grande force de notre organisation, c'est quoi? C'est très simple. D'abord, ça repose sur du bénévolat. Donc, on ne paye pas de salaire. En grande majorité, les gens du Magen David Adom sont des gens qui sont strictement bénévoles. Et ce qu'on a coutume de dire, c'est que le donateur, c'est le premier maillon de la chaîne de la vie. Et au fond, on peut compter sur des donateurs fidèles, sur un certain nombre de nouveaux donateurs aussi qui se disent que aider Israël à travers un don, ben, c'est très concret quand on aide Magen David Adom. Mais vous le voyez, vous partez en Israël, Chaim, Serge aussi, vous partez en Israël. Chaque ambulance est dédicacée. Chaque bâtiment qui regroupe nos ambulances ou notre banque du sang, elles sont dédicacées. Pourquoi? Parce que elles sont toutes le fruit d'un don. Il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas du matériel médical qui n'est pas le fruit d'un don quand on parle du MDA. Donc, je fais le souhait que Magen David Adom soit aussi un petit peu aidé par l'État d'Israël. C'est pas encore le cas, mais on en aurait grandement besoin. En tout cas, merci, merci Victor. En tout cas, une chose très importante, c'est que il faudra peut-être organiser, notamment au niveau régional à Toulouse, un allodon justement pour pallier ce déficit que vous avez eu supplémentaire, qui est un problème important. 2 millions de shekels par jour, c'est pas rien. En tout cas, merci au MDA, merci au Magen David Adom, merci à tous ces bénévoles qui se sont mobilisés. En tout cas, ils se sont mobilisés pour cette opération, et puis surtout d'avoir continué à une permanence des soins pour le reste, et vous l'avez dit, parce que ça c'est très important aussi. Merci à vous, Victor, à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci Serge, et si vous me permettez, Serge et Chaim, juste pour aiguiller un peu l'auditeur, et pour conclure, c'est que si il veut transformer en tous les cas son don, et si ce matin il se décide à faire un don, on a une adresse internet qui est le www.mda-france.org. Voilà. Donc, tous les détails figurent sur notre site internet pour faire un don. Et puis après, pour suivre l'actualité du Magen David Adom, simplement pour nous soutenir, même par des likes, ce genre de choses, on a une page Facebook qui est très bien documentée et mise à jour extrêmement régulièrement, une page Instagram. Donc voilà, on est aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, merci à tous les auditeurs. Je rappelle quand même une chose, on a eu le bonheur l'année dernière de faire une soirée inaugurale à Toulouse, et on a été remercié par le fruit d'un don qui est extrêmement important et qui travaille dans la région de Netanya. C'est une moto médicalisée. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour moi, je profite de cette tribune pour vous remercier personnellement, et puis au-delà de ça, pour remercier évidemment tous les auditeurs et les donateurs qui ont permis d'offrir ce véhicule. Merci à vous, Victor. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Voilà, bientôt. nous allons faire une petite pause musicale en attendant de retrouver notre prochain invité, Dror Even Sapir, éditorialiste à A24 News, qui est en ce moment en train de faire sa page sur l'émission A24 News à Tel Aviv. Yafo.
Voilà, nous revenons au studio pour aborder la deuxième page de notre magazine Israël le Mag. Vous l'avez compris, une émission un peu spéciale de cette problématique. Voilà, Dror Even Sapir est avec nous. Dror Even Sapir, donc éditorialiste et qui vient de terminer son émission sur i24 News. Bonjour Dror. Bonjour. Vous m'entendez? Moi, très bien, oui, et vous? Bah, c'est les aléas du direct. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. On ne vous entend pas. Si, on l'entend. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Dror, on vous entend. J'ai pas de retour son. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, Serge. Voilà, c'est bon. On est parfait. On est parfait. Dror Even Sapir, donc éditorialiste à i24 News. Bonjour, Dror. Bonjour. Voilà, on vous entend, c'est très bien maintenant. Alors, cette opération bouclier flèche a redonné un petit peu de légitimité à ce gouvernement qui était en perte de vitesse avec cette réforme judiciaire. Comment vous analysez cet événement? Les derniers sondages ont montré des sondages que j'ai trouvé un petit peu indécents en plein milieu de la guerre. Mais enfin, bon, il faut les prendre tels qu'ils sont, donnant le Likoud à égalité avec Benny Gantz. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que ça va suffire pour le gouvernement pour trouver sa cohésion et sa marche en avant? Écoutez, c'était très prévisible. À partir du moment où un gouvernement israélien, quel qu'il soit, mène une opération militaire contre des organisations terroristes, forcément, ce gouvernement gagne des points, et en tout cas celui qui le dirige, dans l'opinion publique. Et les questions qui fâchent, la réforme judiciaire, la question du budget également, qui pourrait effectivement donner l'occasion à une nouvelle perte de crédit du gouvernement, eh bien, ces questions sont écartées. C'est un petit peu l'union sacrée derrière le gouvernement, derrière l'armée. Dans ces conditions, il était tout à fait dans l'ordre des choses que Benjamin Netanyahou récupère une partie de cet électorat, même s'il n'y a pas d'élection en vue, bien évidemment, en tout cas une partie de cette opinion qui est tout à fait centrale en Israël, à savoir le centre-droit, si vous voulez, les électeurs modérés du Likoud, qui lui avaient fait défection à la faveur de Benny Gantz, en effet. Et dans le dernier sondage, les deux partis de Likoud et le parti de Gantz sont à égalité. Mais la coalition actuelle est toujours loin derrière ce qu'elle avait obtenu aux dernières élections. Encore une fois, ces sondages valent ce qu'ils valent, étant donné qu'on n'est pas en période électorale et que le gouvernement semble bien partir pour rester encore un certain temps, même si le crédit dont il bénéficiait lorsqu'il a été, il y a quelques mois déjà, mis sur place et a été largement entamé, en grande partie, effectivement, autour des questions concernant la réforme judiciaire et ses conséquences. Alors, Dror, hier, à 22h devait intervenir le cessez-le-feu, ce qui n'a pas empêché des Israéliens de manifester, notamment à Haïfa et à Tel Aviv, mais ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait connu dans
des 17 dernières semaines. À votre avis, est-ce que du coup le mouvement est à bout de souffle? Ce qui s'est passé hier soir, c'est que les principales organisations qui animent le mouvement de protestation contre la réforme judiciaire ont tout simplement annulé leur participation et ont demandé à leurs partisans de ne pas aller manifester, notamment à Tel Aviv. Alors Haïfa, c'est différent parce que Haïfa, c'est tout de même a priori loin de la portée des missiles dont dispose le djihad islamique dans la bande de Gaza. Donc il y a eu plusieurs milliers de personnes à Haïfa, mais à Tel Aviv, la plupart des organisations ont annulé en fait les manifestations. Et malgré tout, il y a eu quand même quelques centaines de protestataires. On ne s'attendait pas à davantage, étant donné encore une fois l'appel des principales organisations à ne pas manifester, puisque c'était avant l'annonce du cessez-le-feu et que les risques de tirs de missiles sur Tel Aviv n'étaient pas écartés. Alors, pour revenir sur ce gouvernement Netanyahou, on a vu le travail qui a été fait par les services du ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, et notamment dans la notion de calmer le jeu, en tout cas par rapport aux appels du djihad islamique aux Arabes israéliens de se manifester et de provoquer en tout cas la société israélienne en plein centre d'Israël. On a vu ce travail qui a été fait de façon très correcte et est-ce que ça donne pas une certaine légitimité à Ben Gvir aujourd'hui, notamment, enfin, peut-être pas une légitimité complète par rapport vis-à-vis de l'électorat de centre-gauche, mais enfin, sa présence a été intéressante. Je ne suis pas du tout d'accord, Serge, avec ce que vous venez de dire. Itamar Ben-Gvir s'est avéré très largement incompétent depuis qu'il est ministre de la Sécurité nationale. Preuve en est le nombre absolument effarant de meurtres, y compris et surtout, en fait, dans le secteur arabe israélien, alors qu'il est directement responsable de la sécurité des Israéliens, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, arabe ou juif. De ce point de vue-là, c'est un échec total. Et Itamar Ben-Gvir n'a absolument rien fait pour calmer le jeu. Effectivement, le Hamas, le djihad islamique ont demandé, mais ça c'est malheureusement très souvent le cas, aux Arabes israéliens de se joindre aux violences contre l'État d'Israël. L'appel n'a pas été entendu. Mais ce n'est pas du tout du fait d'Itamar Ben-Gvir, dont les services de police font ce qu'ils veulent, il faut établir ce qu'ils peuvent plutôt. Il faut établir une distinction entre Ben-Gvir, le ministre, et les services de police, dont il est le ministre de tutelle, et qui font souvent un travail extrêmement difficile, notamment dans le secteur arabe israélien, étant donné la violence endémique qui y règne. Mais Ben-Gvir n'a pas fait grand-chose pour tenter de faire en sorte que les Arabes israéliens soient maintenus en dehors du cycle de violence. Il n'y a pas eu un travail du ministère qui a véritablement été tangible dans cette période. Ce qui est tout à fait important dans ce genre de situation, c'est l'action de Shin Bet, les services de sécurité intérieure, qui n'ont pas surveillé des citoyens israéliens, qui ont à surveiller des citoyens israéliens à partir du moment où ils peuvent être soupçonnés d'actions séditieuses contre l'État, qu'il soit juif ou arabe d'ailleurs. De ce point de vue-là, on peut effectivement raisonnablement penser que le Shabak a fait un travail et un bon travail. Mais il n'y a pas eu de signe avant-coureur cette fois-ci, contrairement au cycle de violence du printemps 2021, il n'y a pas eu de signe avant-coureur qui pouvait laisser craindre qu'une partie des Arabes israéliens, et encore une fois, se tournent contre l'État ou contre leurs concitoyens juifs, et fort heureusement, ça ne s'est pas passé. Alors Dror, juste pour compléter ma question, Dror, comment vous pouvez analyser le fait que les Arabes israéliens n'ont pas manifesté quoi que ce soit pendant cette période-là? Écoutez, déjà, les Arabes israéliens, c'est un concept qui est difficile à saisir parce que il y a des Arabes israéliens. C'est un secteur qui est beaucoup plus hétérogène qu'on ne le croit. Il y a bien évidemment des Arabes musulmans, des Arabes druzes, des Arabes chrétiens, il y a les Arabes des villages, il y a les Bédouins, les communautés bédouines du sud du pays, il y a les Arabes israéliens qui vivent dans certaines villes, notamment dans certaines villes mixtes judo-arabes comme Haïfa, Lod, etc. Donc c'est une réalité qui est hétérogène, qui est complexe.
Ce qui s'était passé, si on a à la mémoire le souvenir un peu traumatique du printemps 2021, c'est que le conflit à l'époque contre le Hamas avait débuté tout de même autour de Jérusalem et des lieux saints musulmans à Jérusalem. On sait que ça cristallise souvent les passions et les passions négatives. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là à l'époque. Il ne faut pas oublier non plus que très souvent les Arabes israéliens impliqués dans les violences de cette période étaient des mafieux, des délinquants. Le conflit, cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé au printemps 2021, a été de courte durée. Que se serait-il passé si le conflit s'était inscrit dans la durée, avait pas duré sur une longue période? Est-ce que véritablement, comme le souhaitaient les organisations terroristes palestiniennes, un certain nombre d'Arabes israéliens s'y seraient mêlés? Rien ne permet de l'imaginer. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors moi, je voudrais prolonger, Dror, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire que Serge indiquait que Netanyahou avait d'une certaine façon repris la main, mais on a envie de constater qu'il a également donné une leçon à son extrême droite, à Smotrich et Ben Gvir, puisque il lui était reproché de ne pas avoir riposté par rapport aux roquettes de Gaza. Il y avait eu un boycott la semaine dernière de la participation au cabinet de sécurité. En fait, on avait même l'impression qu'il y avait des menaces de rupture, de quitter le gouvernement. Au fond, Netanyahou a donné une leçon de gouvernance à Smotrich et à Ben Gvir. Oui, essentiellement à Itamar Ben Gvir qui avait un petit peu gesticulé, puisqu'il considérait que la réponse initiale aux tirs de roquettes, aux centaines de tirs de roquettes tirés par le djihad islamique après la mort de l'une de ses figures des suites d'une grève de la faim dans une prison israélienne, et que cette réponse donc avait été insuffisante. Mais ce que Ben Gvir, étant donné sa totale manque d'expérience dans les affaires sécuritaires, n'avait pas compris ou avait refusé de comprendre, c'est que souvent dans ce genre de cas, l'élément de la surprise, surprendre l'ennemi, surprendre l'adversaire, est essentiel. Et que si Israël n'avait que peu réagi aux tirs de roquettes du djihad islamique, c'était sans doute parce que la véritable réponse allait venir plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec l'élimination de 3 des dirigeants du djihad islamique. Donc, une fois de plus, Ben Gvir s'est un petit peu ridiculisé, en fait, en accusant le gouvernement de manquer de réaction ferme. Et lorsque la réaction ferme, cette fois-ci, est venue, eh bien, Ben Gvir a affirmé que c'était grâce aux pressions que lui et son parti avaient exercées sur le gouvernement. Alors, ça peut prêter à sourire. Cela dit, il est vrai que les 6 députés du parti d'Itamar Ben Gvir sont essentiels à la survie et au maintien du gouvernement et de la coalition gouvernementale. S'ils font défection, il n'y a plus de gouvernement, bien évidemment. Mais étant donné la mauvaise passe que traverse Itamar Ben Gvir et son parti dans les enquêtes d'opinion, et c'est lié à l'échec patent de son travail en tant que ministre de la Sécurité nationale que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, Ben Gvir n'a que peu d'éléments de pression, n'a que peu de leviers de pression sur Benjamin Netanyahou. Il peut difficilement menacer de quitter le gouvernement et de provoquer de nouvelles élections, étant donné que, en cas de nouvelles élections, de nouvelles consultations électorales, il risquerait très fort, Ben Gvir, d'obtenir un score très, très médiocre, voire même d'être éliminé de la classe politique, de ne pas pouvoir franchir le seuil d'éligibilité aux prochaines élections. Donc, cet argument du chantage qu'aurait exercé Ben Gvir sur Benjamin Netanyahou, qui se serait concrétisé par une politique plus ferme vis-à-vis du djihad islamique, ne tient pas debout, tout simplement. Alors justement, cette coalition doit tenir jusqu'au 29 mai et donc c'est la prochaine question de notre ami Chaim. Oui, effectivement. Donc, j'allais dire, Dror, que on va reprendre le quotidien à la Knesset. Donc, 29 mai, date limite pour l'adoption du budget. On sait que dans le passé,
la non-adoption du budget a conduit à la dissolution du gouvernement. Mais là, on a l'impression que tout le monde tient tout le monde et que ça va passer, y compris s'il faut faire des concessions budgétaires aux partis religieux qui ont demandé des rallonges. Oui, alors effectivement, le gouvernement doit absolument faire adopter le budget de l'État d'ici la fin du mois de mai. Tout porte à croire que ce sera le cas. Personne n'a envie, j'évoquais Ben Gvir, mais il y a d'autres partenaires dans cette coalition. Aucune des différentes composantes de la coalition gouvernementale n'a intérêt à provoquer une crise autour du budget, ce qui impliquerait de nouvelles élections, parce que chacun des partis qui composent cette coalition, et exception faite peut-être des partis orthodoxes, risquerait de perdre des plumes en cas de nouvelles consultations électorales. Mais effectivement, le revers de la médaille pour Benjamin Netanyahou, c'est ces rallonges budgétaires absolument considérables qui avaient été conclues, qui avaient été convenues au cours des négociations qui avaient précédé la formation du gouvernement entre le Likoud et ses partenaires, les fameux accords de coalition. Eh bien, ces accords de coalition prévoient, encore une fois, des rallonges budgétaires absolument conséquentes, considérables pour les secteurs orthodoxe, ultra-orthodoxe, et également pour le secteur que représente Bezalel Smotrich, le secteur sioniste religieux. Pourquoi le revers de la médaille? Parce que ces rallonges budgétaires sont particulièrement impopulaires dans une période où l'économie israélienne, d'après les spécialistes, se dirige peut-être vers une période de crise, de ralentissement de l'activité économique. Tout porte à croire que les recettes de l'État vont diminuer, elles vont déjà diminuer, il y aura moins d'argent dans les caisses, l'inflation est galopante, les Israéliens se plaignent à juste titre du coût de la vie quotidienne qui ne cesse d'augmenter, et dans le même temps, Benjamin Netanyahou et son gouvernement accordent encore une fois des rallonges budgétaires conséquentes, notamment au secteur orthodoxe, donc on sait à quel point il contribue peu, c'est le moins qu'on puisse dire, à la richesse de l'État. Il y a donc là un véritable problème pour Benjamin Netanyahou, pour l'opinion publique et pour cette même partie de l'opinion qui est cruciale, qui est centrale, qui est peut-être majoritaire en Israël, à savoir l'électorat du Likoud, l'électorat de la droite ou de la droite modérée, qui pourrait à nouveau, à l'occasion de ce débat sur le budget, lui faire défection. Même si, encore une fois, je ne cesse de le répéter, il n'y a pas d'élection en vue. Mais tout de même, tout cela peut, tout à l'heure on parlait de l'éventuel essoufflement du mouvement de protestation contre la réforme, et bien tout cela peut donner un petit peu de vigueur justement à ce mouvement de contestation qui très probablement va tenter en tout cas de parler de ces questions-là, de parler de ces problèmes. Aujourd'hui, la réforme judiciaire, son adoption à la Knesset est, vous le savez, suspendue, mais il y a d'autres thématiques sur lesquelles l'opposition entend peut-être s'en prendre au gouvernement, y compris cette thématique-là, qui, y compris, et il faut insister là-dessus, dans l'électorat de centre-droit, est une question délicate, question impopulaire. Vous avez dit que, et on le sait, ça a été annoncé il y a quelques semaines avant les vacances de Pessah, que l'examen de cette réforme judiciaire avait été suspendu, mais suspendu, ça ne veut pas dire abandonné. Est-ce que ça va revenir, à votre avis, à l'ordre du jour, un de ces jours? Écoutez, c'est une question difficile. Tout porte à croire, à écouter tout simplement Benjamin Netanyahou, notamment les différents entretiens qu'il a accordés, il en a accordé plusieurs, aux médias américains. Pourquoi aux médias américains? Parce que l'un des objectifs de Benjamin Netanyahou, c'est de convaincre Joe Biden de l'inviter à la Maison-Blanche. Ça n'a pas encore été le cas, et c'est une déconvenue diplomatique de premier ordre pour le Premier ministre israélien. Donc Benjamin Netanyahou veut convaincre Joe Biden de l'inviter à la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahou sait que les indicateurs économiques sont au rouge en grande partie à cause des projets de réforme judiciaire, beaucoup moins d'investissements étrangers, notamment dans la tech israélienne, des entreprises de la tech israélienne qui déplacent leurs fonds et qui les investissent à l'étranger et pas en Israël, le coût de la vie qui augmente, et puis un mouvement de protestation conséquent, sans compter, encore une fois, et on en a eu la preuve avec ce qui s'est passé autour de
de cette opération dans la bande de Gaza, avec bien évidemment les pilotes de l'armée de l'air, une fois de plus en première ligne dans l'effort de défense. Or, on sait qu'un nombre important, considérable de pilotes de l'armée de l'air, de réservistes de l'armée de l'air, on fait part de leur mécontentement et de leur refus éventuel de continuer à servir l'effort de défense du pays si la réforme en l'état était adoptée par la Knesset. Donc, de tout cela, Benjamin Netanyahou en a conscience manifestement. Il le sait. Et tout porte à croire qu'il veuille mettre un arrêt presque définitif à la réforme ou alors l'adoucir d'une telle sorte qu'elle sera méconnaissable par rapport à sa version originelle et qu'elle ne constituera plus de danger pour la pérennité de la démocratie israélienne, au dire même des protestataires et des animateurs de mouvements de protestation contre la réforme. Le problème, c'est que Benjamin Netanyahou n'est pas seul. Il doit gérer une coalition. Ses partenaires, qu'ils soient orthodoxes ou nationalistes religieux, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, sont déterminés, dans leur volonté de faire adopter la réforme. Et au sein même du Likoud, le numéro 2 du Likoud, ministre de la Justice, Yariv Levin, qui porte à bout de bras cette réforme, on a fait un casus belli. Il pourrait bien démissionner et provoquer une crise gouvernementale si cette réforme ou certains aspects de cette réforme ne sont pas adoptés dans les mois qui viennent par la Knesset. On peut tout à fait imaginer que les partenaires de Benjamin Netanyahou et que certains des éléments les plus déterminés sur cette question de Likoud, comme Yariv Levin, fassent pression sur Benjamin Netanyahou, voire même lui adresse une certaine forme d'ultimatum. Il y a là donc une espèce de piège politique pour Benjamin Netanyahou. J'ajouterais tout de même que il y a eu également au sein du Likoud, mais là dans l'autre aile du Likoud, la plus modérée, la plus pragmatique, des voix qui se sont faites entendre, notamment celle du ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais d'autres personnalités, d'autres députés de premier plan, le président de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, Yuli Edelstein, enfin président de la Knesset, figure très respectée au Likoud. Donc ces gens-là pourraient tout simplement ne pas voter en faveur de cette loi si elle n'est pas amendée d'une manière significative. Donc vous voyez que les obstacles s'accumulent pour l'adoption de la réforme en l'état. Le problème, c'est que, encore une fois, il y a dans cette coalition gouvernementale des partis, des personnalités déterminées à faire pression probablement sur Benjamin Netanyahou pour que certaines clauses de cette réforme soient adoptées. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur le budget qui est un élément important pour ce gouvernement. Vous avez parlé des concessions faites par le Premier ministre envers ses partenaires de cette coalition, et ça paraît un peu logique. Je voudrais quand même revenir sur le fait que est-ce que ce projet de budget est à l'équilibre, en tout cas, comme on dit dans nos contrées, et quelle est la part du budget de l'éducation et pour l'évolution vers le pouvoir d'achat et le maintien du pouvoir d'achat des Israéliens? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes prises à ce moment-là? Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de mesures concrètes pour compenser les effets de l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est un phénomène qui touche tout le monde occidental ces derniers temps. Le problème, et vous le savez parfaitement, c'est qu'en Israël, on est parti déjà très haut. C'est-à-dire que c'est une inflation qui se greffe à un coût de la vie qui était déjà élevé avant la vague inflationniste de ces derniers mois. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Des denrées de première nécessité comme le lait et d'autres denrées ont augmenté considérablement. Et pour bien des familles en Israël, eh bien, ça va devenir de plus en plus difficile de boucler les fins de mois. Pour l'instant, dans le budget tel qu'il est élaboré, on ne connaît pas toutes les causes de ce budget, puisqu'encore une fois, elle n'a pas encore été présentée à l'approbation des députés de la Knesset. Ce sera le cas très bientôt dans les prochaines semaines. Pour l'instant, en tout cas, on ne perçoit pas véritablement des mesures qui pourraient peut-être faciliter, notamment en termes de facilité d'importation, pour qu'il y ait davantage de concurrence entre les produits manufacturés en Israël, les produits fabriqués en Israël et les produits alimentaires qui pourraient être importés de l'étranger
de manière à ce qu'il y ait davantage, encore une fois, de concurrence. Mais là, il y a le problème du lobby du monde agricole en Israël qui est assez puissant. Donc, pour l'instant, on ne perçoit pas, encore une fois, de mesures qui pourraient concrètement aider les Israéliens à compenser les effets de l'inflation. Et puis, dans ce contexte, encore une fois, je reviens là-dessus, les rallonges budgétaires accordées aux orthodoxes sont à la fois impopulaires et également, sur le long terme, improductives. Un rapport interne du ministère des Finances a tiré la sonnette d'alarme contre ces rallonges budgétaires. Donc, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances se sont insurgés, en quelque sorte, contre ces accords de coalition qui consistent, davantage que par le passé, il faut le dire, à se montrer extrêmement généreux vis-à-vis de secteurs de la population israélienne qui, eux, ne contribuent pas à la richesse du pays parce que, vous le savez, les orthodoxes ne travaillent pas pour la grande majorité, en tout cas les hommes orthodoxes, donc ne payent quasiment pas d'impôts, donc ne font pas rentrer de l'argent dans la caisse de l'État avec les conséquences que cela lorsque l'État veut redistribuer. Et encore une fois, on y revient, le cercle est bouclé, la boucle est bouclée, financer des mesures qui pourraient aider les Israéliens, les classes moyennes israéliennes, à mieux s'en tirer, à mieux s'en sortir, à mieux boucler les fins de mois dans une période d'inflation. Dror Even Sapir, de votre analyse et bonne semaine à vous et j'espère que ce cessez-le-feu tiendra et que les Israéliens retrouveront leur joie de vivre et comme je le disais tout à l'heure avec cette 3e place de Noah Kirel hier à l'Eurovision qui était un petit rayon de soleil dans ce monde impitoyable. Merci à vous Dror, à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci Serge Chaim, à bientôt. Au revoir, Dror. Alors, Allez. si vous voulez, Serge, en attendant que Yehuda Lankri… Il est là, Yehuda Lankri. Mais si vous voulez dire quelque chose… Oui, non, je voulais juste vous dire on a beaucoup parlé de la performance de la chanteuse israélienne hier, mais il faut savoir que c'est la 4e fois qu'Israël… Alors, si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant, Chaim. Oui, Israël a remporté 4 fois le prix Eurovision et a fait une performance qui est très rare, qui est que Israël a gagné 2 années de suite, en 78 et en 79, le prix Eurovision. Et puis, vous remarquerez, Serge, vous qui aimez les chiffres, qu'à chaque fois que la France a gagné la Coupe du monde de football, eh bien, Israël, en 98 et en 2018, a également remporté le prix Eurovision. Bah, c'est un choix, hein. On gagne la Coupe du Monde ou on gagne l'Eurovision. Voilà. En tout cas, merci de ces précisions, Chaim. Hein. Et voilà, peut-être, alors, avec la technique, Laurent est là, nous dit que Yehuda Lankri est là. Bonjour, Yehuda Lankri. Eh ben non, il n'est pas là. Bon. Alors, Yehuda Lankri, je rappelle qu'il a été ambassadeur de France et à l'ONU et il est Pas de France. Des États-Unis? Non, pas ambassadeur d'Israël, oui. Oui. Écoutez, c'est un peu l'émotion, tout ça. On a commencé très tôt aujourd'hui, hein, Chaim, pas comme d'habitude. Monsieur Lankri, bonjour. Je pense qu'il faut que vous activiez. Voilà, votre micro est activé. Oui, tout à fait. Bonjour. Yehuda Lankri, bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël en France, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et ancien vice-président de la Knesset. Exact. Je me suis pas trompé. Tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. Vous pourriez ajouter comme point de départ, maire de Shlomi. Et voilà, ça, on en reparlera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, Yehuda Lankri. Bon, en tout cas, Yehuda Lankri, on va essayer de parler de la situation internationale, de la situation de la géopolitique dans cette région qui a beaucoup changé ces derniers temps. Et lors de cette dernière confrontation avec le djihad islamique, finalement, est-ce que c'est pas été une confrontation presque directe avec l'Iran, puisqu'on a vu certains missiles tomber être interceptés au-dessus du ciel de Tel Aviv, qui étaient des missiles iraniens? Des missiles iraniens, mais tirés par le djihad islamique, pas par l'Iran lui-même. Non, par les djihad, bien sûr. Ouais. On peut dire que dans ce cas de figure, le djihad islamique est l'un des fondés de pouvoir
de l'Iran. Et c'est la main iranienne qui est prolongée par le djihad ou dans d'autres cas par le Hezbollah ou le Hamas. Alors effectivement, en toile de fond, il y a une confrontation irano-israélienne. Israël d'ailleurs ne s'en cache pas quand il est possible de révéler telle ou telle action entreprise par Israël pour déjouer les manœuvres iraniennes dans la région, soit sur le sol syrien ou par moment libanais ou ailleurs, ou même directement en Iran. Israël mène ce qu'il appelle la guerre entre les guerres. Donc il y a un conflit larvé avec l'Iran qui s'exprime de manière différente, soit par le biais des exécutants, que sont tour à tour le djihad, le Hamas ou le Hezbollah, soit directement par les Iraniens en essayant des méthodes d'attaque cyber contre le dispositif israélien. Alors, Yehuda Lankri, je voudrais compléter ma question. On a vu ces derniers temps le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et on a vu surtout l'action des Iraniens à essayer de regrouper toutes les forces terroristes anti-israéliennes, notamment le Hezbollah, le Hamas au sud Liban, pour certains proxys pro-iraniens au Yémen, pour essayer d'affronter Israël en même temps sur différents points, donc le nord, le sud et l'est et même l'ouest, bien entendu, avec donc le Gaza et de l'autre côté la Cisjordanie. Et puis finalement, on a vu que personne est rentré en jeu dans cette coalition anti-israélienne terroriste. Seul le djihad est resté tout seul à envoyer des missiles sur Israël. Le Hamas est resté à l'écart pour des raisons qu'on connaît très bien, parce qu'il voulait garder un peu ses missiles et surtout qu'il voulait garder sa notoriété à Gaza. Le Hamas n'a pas bougé dans les camps palestiniens au nord. Le Hezbollah, bien entendu, a félicité le djihad, mais lui, vous avez fait le boulot, mais nous, on n'intervient pas. Il s'est finalement rien passé. Il n'y a pas eu trop d'attentats, en tout cas en Judée-Samarie, pendant cette période-là. L'Arabie israélienne n'a pas bougé. Donc finalement, c'est un échec de l'Iran, non? Quelle est votre analyse? Oui, on peut dire qu'effectivement, la manœuvre iranienne n'a réussi que partiellement. Elle a réussi dans la mesure où l'Iran a pu renouer diplomatiquement avec l'Arabie saoudite, qui est un facteur important dans notre région. Encore que du côté israélien, on ne regarde pas ce rapprochement de manière complètement négative, parce que l'Arabie saoudite peut jouer un rôle, peut influencer aussi les Iraniens sur le plan régional, dans le sens positif du terme. Il y a beaucoup plus d'intérêt entre l'Arabie saoudite et Israël qu'il n'en existe à l'heure actuelle entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc le potentiel saoudien existe toujours, et le Premier ministre israélien est en train d'explorer en permanence la possibilité d'avoir avec l'Arabie saoudite une forme de normalisation. On ne dira pas la paix dans un premier temps, mais une forme de normalisation. Pour que cela se produise, en mon sens, il faut qu'il y ait quand même une avancée sur le plan israélo-palestinien. N'oublions pas que l'Arabie saoudite est la mère conceptuelle de ce qu'on appelle l'initiative arabe de Beyrouth en mars 2002, et qu'en vertu de ce statut, elle voudrait s'assurer que sur le plan du dialogue, peut-être de l'avancement, de la paix ou de l'entendement relatif entre Israéliens et Palestiniens, que certaines activités positives dans le bon sens se produisent. De l'autre côté, les différents groupes terroristes, Hezbollah, Hamas, Djihad islamique, ont leur chasse gardée. Ils ont leur autonomie en même temps qu'une forme de coopération, comme on l'a vu récemment entre le Hamas et le Djihad islamique, mais il y a l'autonomie d'abord qui prime. Cette initiative israélienne, dite opération bouclier flèche, a été en fait provoquée par le Djihad islamique et non pas par le Hamas. C'est parce qu'un détenu important pour le Djihad islamique a mis fin à ses jours
en prison israélienne que le djihad islamique s'est permis de tirer 100 roquettes sur Israël de façon indiscernée, comme il le fait d'ailleurs d'habitude, comme le Hamas le fait ou le Hezbollah le fait. C'est la même pratique. Mais donc, ce règlement de compte entre Israël et le djihad islamique, le Hamas l'a voulu de façon séparée. Hamas n'est pas entré dans le jeu du djihad, il a donné la couverture globale, puisque c'est lui qui est le maître du terrain à Gaza, mais il n'est pas intervenu. On n'a pas vu aussi le Hezbollah intervenir. Donc, l'influence iranienne sur ces groupes, quand bien même serait-elle forte, significative, financièrement parlant, sur le plan de l'équipement militaire, a quand même ses limites dans la réalité. Alors, Yehuda Lancry, je me suis permis de voir que dans votre bibliothèque, vous aviez le livre de Roland Dumas, Politiquement incorrect. Donc, je vais vous poser des questions politiquement incorrectes. Allez-y, Haïm. Oui, alors, écoutez, il y a eu cette opération, donc bouclier flèche, qui a duré 5 jours. On sait que 6 hauts responsables du djihad islamique ont été éliminés. On se souvient que l'année dernière, Yair Lapid avait déclenché ce même type d'opération contre le djihad islamique qui avait duré 3 jours. Et on se dit que en réalité, c'est un problème sans fin. On peut imaginer que l'année prochaine, il y aura, comme dans Netflix, une saison numéro 3. Et puis, lorsque vous dites, et on le sait, que depuis 2007, le Hamas contrôle Gaza, on a un peu de mal à comprendre que le Hamas laisse le djihad islamique prendre, je dirais, des coups et envoyer des roquettes, et lui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a tous en mémoire la dernière opération de 2014, Tzuk Eitan, bordure protectrice, et on a l'impression qu'au fond, finalement, Israël et les terroristes de Gaza, qui s'appellent djihad islamique ou Hamas, c'est un problème sans fin et qu'il n'y a pas de solution. Alors, nous sommes condamnés à la périodicité de ces déflagrations entre Israël et les mouvements terroristes palestiniens à Gaza, pour le moins. On parle beaucoup de la réussite sur le plan tactique de cette opération. Je pense qu'il y a un degré de satisfaction indéniable à retirer sur le plan de l'exécution militaire, la planification, la manière dont le trio Premier ministre, ministre de la Défense, chef d'état-major ont mené cette opération. Mais la question s'est toujours posée pendant l'opération, un temps après, quelle stratégie? Qu'a-t-on comme stratégie pour les phases futures? Alors, il faut dire que c'est une question difficile qui ne suscite pas des réponses si faciles que cela. Ça sera du pareil au même, encore longtemps, parce que nul ne songe à réinvestir militairement Gaza et l'occuper, parce que ça sera aussi un tribut assez lourd à payer. C'est coûteux comme opération, à la fois sur le plan militaire, sur le plan des vies humaines, sur le plan de la résonance internationale d'Israël. D'autre part, il n'y a pas d'horizon politique qui puisse, à l'heure actuelle, signaler une avancée manifeste avec les Palestiniens. Aussi longtemps que le camp palestinien reste ultra divisé entre l'autorité palestinienne, le Hamas, le djihad islamique et d'autres groupuscules, on voit mal comment Israël pourrait négocier avec une entité qui n'a pas une voix, qui n'a pas un visage. Et donc, la difficulté est là. Ce n'est pas une question de gouvernement de droite ou de gauche. On a vu avec un Lapid, par exemple, que le processus
de paix ou de dialogue avec les Palestiniens, sauf à s'exprimer par quelques gestes, par-ci, par-là, la visite du ministre de la Défense de l'époque, Gantz, ou d'autres ministres, n'a pas été une réussite. Alors, c'est encore moins une réussite avec un gouvernement de ce type où l'aile droite extrémiste de Netanyahou ne va pas lui permettre un dialogue quelconque avec les Palestiniens. Donc, sur le plan stratégique, l'horizon est bouché. On ne peut ni conquérir à nouveau Gaza, l'opération serait trop coûteuse, ni émerger sur un dialogue politique constructif avec les Palestiniens, du moins sur le court terme. Peut-être que les choses pourront changer dans l'avenir. Peut-être qu'une élite dirigeante palestinienne pourrait se faire jour après le départ de Mahmoud Abbas. Peut-être que chez nous aussi, une élite politique va se distinguer dans le sens d'encourager le contact avec les Palestiniens et d'essayer de trouver un règlement négocié, soit de façon graduelle, soit de manière un peu plus rapide, mais pour le moment, ça n'existe pas comme débouché. Donc, conclusion, il faudrait se préparer à l'autre déflagration périodique qui peut intervenir dans 6 mois, dans un an et demi. Voilà grosso modo la situation. Yehuda Lankri, je voudrais revenir avec vous sur l'intervention de l'Égypte dans ce conflit et sa médiation. Malgré tout, avec un mouvement terroriste qui est alimenté par l'Iran, est-ce qu'il n'y a pas ici une forme de géopolitique qui est en train de s'affirmer, en tout cas, de ce camp qui veut à tout prix régler les conflits de façon tranquille et non pas de les envenimer comme le fait l'Iran? Oui, depuis l'avènement du président Al-Sisi, on ressent qu'il y a une volonté de construire avec Israël, de construire une stabilité régionale, une sécurité régionale. D'ailleurs, Israël apporte son concours à la sécurité, à la stabilité de l'Égypte dans la péninsule du Sinaï, un concours qui se manifeste au niveau du renseignement militaire, des collaborations ad hoc. El-Sisi, dans son passé, a été le chef du renseignement militaire égyptien, qui a beaucoup pratiqué les Israéliens. Il en connaît donc pas mal, et il se sent à l'aise dans le dialogue avec Israël. Je pense que sa médiation est quelque chose de très utile, qui d'ailleurs le crédite à l'échelle internationale au regard des puissances comme les États-Unis, comme l'Union européenne ou même comme les Nations unies. Pour le Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne s'est pas réuni en cette occasion, avoir des forces régionales à l'œuvre pour faire revenir la stabilité, la sécurité internationale, c'est quelque chose de très précieux. Et le président Al-Sisi remplit ce rôle de façon importante. Alors, Yehuda Lankri, vous avez évoqué tout à l'heure la succession de Mahmoud Abbas. Alors, on a envie de dire de façon un peu brutale que ça fait des années que l'autorité palestinienne est aux abonnés absents, alors que la période du Ramadan a été marquée par plusieurs attentats en Judée-Samarie. On a tous en souvenir l'assassinat de cette mère d'origine britannique avec ses 2 filles. Il y a l'apparition d'une nouvelle génération, notamment dans des villes comme Naplouse, Jenin, la fosse au Lion. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne? Est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme, les organisations extrémistes comme le Hamas prennent possession de ce qui est aujourd'hui l'autorité palestinienne? Oui, c'est une inquiétude réelle. Il est certain que la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années encore, il y a 2 ans. Mais
elle est là, elle a le mérite d'exister, elle est précieuse. Donc, les Israéliens, pour leur part, les officiers de liaison de Tsahal, ainsi que les ministres afférents, font ce qu'ils peuvent pour que cette coopération sécuritaire se maintienne. Effectivement, lorsque Mahmoud Abbas était dans une meilleure condition physique, et lorsqu'il recevait un interlocuteur israélien ou même étranger, il ne ratait jamais l'occasion d'énumérer le nombre d'attentats qu'il avait désamorcés grâce à ces forces de sécurité. Donc, les Israéliens le confirment. D'ailleurs, ils se plaignaient toujours en disant « Mais pourquoi le chef du Shin Bet me le dit? Pourquoi le chef d'état-major me le dit? Il n'y a que M. Netanyahou qui se refuse à admettre cette réalité. » Alors, nous n'en sommes plus maintenant au jour où réellement l'autorité palestinienne montrait beaucoup d'efficacité dans son travail de coopération sécuritaire. C'est aujourd'hui beaucoup plus lâche. C'est une réalité beaucoup plus lâche qu'elle ne l'était à l'époque. Il faut quand même trouver le moyen de maintenir ce qui existe et de le renforcer en attendant que les choses s'améliorent. Encore une fois, je pense qu'une nouvelle élite palestinienne voudrait peut-être avoir des résultats sur le plan du processus de paix avec Israël. Quand on considère les fondamentaux des accords d'Oslo, l'engagement de Yasser Arafat à l'époque de mettre fin à toute forme de violence. J'étais à Paris à l'époque quand 4 jours avant, le 13 septembre, le 9 septembre, à l'hôtel Bristol à Paris, Abu Ala, qui était le négociateur en chef des Palestiniens, Ahmed Koré, c'est son nom, avait rencontré Uri Savir, le directeur général du ministère des Affaires étrangères. Tous les deux ne sont plus de ce monde, mais il avait remis une lettre à Uri Savir en cette occasion, 4 jours avant la signature des accords d'Oslo. Et Savir a bien voulu me confier la teneur de cette lettre, où il me disait que dans cette lettre, Yasser Arafat s'engageait à mettre fin au terrorisme et à rassembler toutes les composantes de l'OLP, fussent-elles des mouvements comme le Hamas ou le Djihad ou d'autres. Il s'engageait au nom du peuple palestinien à mettre fin au terrorisme. Donc il faut revenir à cet esprit des accords d'Oslo. Il faut que les Palestiniens puissent s'exprimer, l'autorité palestinienne, d'une seule voix et qu'elle revienne sur le principe de la fin du terrorisme, la fin de toute violence. D'ailleurs, les accords d'Oslo le préconisent, de toute violence de part et d'autre. Si on arrive à récupérer cet esprit, je pense qu'on pourrait repartir sur de nouvelles bases, reconstruire un avenir de meilleure visibilité, de meilleure lisibilité du dialogue et de la paix entre nous et les Palestiniens. Alors, je voudrais revenir à un élément important. Aujourd'hui, il y a des élections présidentielles en Turquie, et la Turquie qui est un élément majeur de cette région. Quel est votre sentiment quant à ce challenger d'Erdogan, qui a un nom imprononçable, Kılıçdaroğlu, 74 ans, parti démocratique et laïque, et qui veut remettre en cause quand même sa relation avec Israël? Alors, je vous laisse donc prononcer l'imprononçable. Ah non, c'est pas possible. C'est plus facile avec Erdogan, on avait pris l'habitude. Erdogan. Ouais. Alors, évidemment, Israël se réjouit de l'embellie que nous connaissons avec le président Erdogan ou Erdogan. D'ailleurs, il ne faut pas trop rire parce que ça pourrait créer un incident diplomatique. Non. Avec lui, il est extrêmement sensible. Mais il va se calmer s'il est élu, il a dit. Je pense qu'il prépare déjà son départ, puisqu'il a fait une confidence aux Turcs en leur disant que s'il perdait les élections, il accepterait le résultat. C'est assez remarquable. Alors, je ne pense pas que c'est déjà perdu pour lui, mais enfin, il n'a jamais été
mis en difficulté comme cette fois-ci par ce challenger de 74 ans, en lequel une partie des Turcs, notamment la jeunesse, reconnaissent quelqu'un qui pourrait faire déboucher la Turquie vers un espace un peu plus respirable, proche de l'Occident, moins proche des islamistes, redresser le cours des choses comme du temps de la Turquie laïque, peut-être pas à ce point, mais il y a un réel besoin d'ouverture et de liberté qui est ressenti en Turquie. Alors, je pense qu'Israël est là, observant ce qui se passera. Nous prenons bonne note de l'année dernière ou 2 années dernières qui ont vu une restauration de la relation israélo-turque, avec notamment la visite du président Herzog en Turquie, et le langage ou le discours qui est nettement moins hostile qu'il ne l'était. Il n'aurait pas raté une occasion comme la dernière confrontation entre Israël et le djihad islamique pour enfoncer quelques flèches dans le flanc israélien. Ça, c'est de Erdogan. Mais maintenant, il s'est modéré. Alors, voyons ce que les résultats des élections apporteront. Israël saura évidemment continuer à vivre avec le président actuel et est ouvert pour que les relations avec le successeur, si c'était le cas, soient de bonnes relations avec la Turquie. Alors, Merci. Yehuda, je voudrais vous poser une dernière question, qui est que vous avez été donc le maire de Shlomi, qui est à la frontière libanaise, et c'est une ville qui a beaucoup souffert des attaques du Hezbollah. On sait que le Hezbollah est surarmé, et qu'est-ce qui fait au fond que le Hezbollah n'a pas profité de ce qui se passait au sud pour attaquer également Israël? C'est une question de dissuasion qu'exerce Israël sur le Hezbollah et sur le Liban. Je crois qu'on a fait toucher du doigt au gouvernement libanais que par-delà le Hezbollah, son hôte indésirable, c'était lui, le gouvernement libanais, qui était responsable et qu'Israël était en droit d'exercer son droit naturel de légitime défense, non seulement contre le Hezbollah, mais contre le Liban. Et le Liban ne voudrait pas se risquer aujourd'hui à une confrontation militaire avec Israël parce qu'il subirait des conséquences désastreuses. Et je pense qu'il y a aussi de ce côté une influence qui est exercée par l'appareil libanais sur Nasrallah, lui comprenant qu'Israël ne ratera pas l'occasion pour essayer de l'affaiblir davantage. On risque même de l'éliminer physiquement lui-même. Bien, écoutez, Yehuda Longri, on a été très heureux de vous entendre sur l'antenne de Kol Aviv, et je voudrais rappeler que vous avez été un excellent, merveilleux ambassadeur d'Israël en France. Alors, on espère vous retrouver bientôt ici et là, hein, comme on le dit en hébreu. Et nous allons faire une petite pause musicale. Et puis, pour la dernière page, on vous remercie encore, Yehuda Longri, d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons avoir l'analyse de Yonatan Arfi, le président du CRIF, mais un peu de musique dans Israël le Mag. Shavua Tov, monsieur Longri. Shavua Tov. Voilà, nous revenons au plateau avec Yonatan Arfi, président du CRIF national, que je salue. Bonjour. Bonjour. Ah, petite problème. Oui, Yonatan, on vous entend? Oui, je vous entends. Parfait. Alors, Yonatan Arfi, vous êtes donc le président du CRIF et je voudrais revenir avec vous sur votre analyse, en tout cas, et notamment dans votre tribune au niveau du CRIF, vous avez parlé de la réforme judiciaire. Quelles étaient vos intentions à ce moment-là? Oh, notre intention a été assez simple, hein. Ça a été
d'abord de rappeler des principes fondateurs, fondamentaux pour le peuple juif. D'abord, l'attachement, bien sûr, à la démocratie libérale. Je le dis, le peuple juif est un peuple qui a massivement basculé au cours du XXe siècle de régimes autoritaires au début du XXe siècle vers des démocraties libérales à la fin du XXe. Et ce basculement-là, historique, a laissé pour le judaïsme en diaspora une conviction, c'est que nous ne pouvons nous épanouir que dans des démocraties libérales. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était l'attachement absolu à l'unité du peuple juif. Il n'y a rien de plus déchirant, de plus traumatique pour un juif de diaspora que de voir Israël divisé, Israël clivé. Et notre responsabilité, lorsqu'on a eu le sentiment que cette crise en Israël devenait une crise au sein du peuple juif de manière plus générale, eh ben, elle a été de dire à ce moment-là qu'il valait mieux peut-être que le gouvernement suspende cette réforme. Nous avons appelé à la suspension, ce que Netanyahou était en train de faire et qu'il a fait quelques heures plus tard. Mais ça me paraissait important de rappeler à la fois notre attachement aux valeurs et puis notre attachement, bien sûr, à l'unité du peuple juif. Alors, Jonathan Arfi, le 4 mai, qui a été le premier jour du début de l'opération, eh bien, il y a eu cette résolution qui était proposée à l'Assemblée nationale qui voulait faire croire qu'Israël avait un régime d'apartheid. Elle a été portée par des communistes. Finalement, elle a été rejetée. Il y a eu 71 députés qui ont voté pour cette résolution, 199 contre. Alors, on peut se dire que finalement, bon, Israël, ça ne mobilise pas autant que la retraite parce que il y avait seulement 276 députés présents dans l'hémicycle, alors qu'il y a en tout 577 députés. Moi, je voudrais savoir quelle est votre analyse de ce vote, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, il y a certains partis politiques qui seront sûrement privés de dessert et de couverts au prochain dîner du CRIF, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai noté, c'est par exemple la très faible participation du groupe des Républicains. Alors, effectivement, c'est un vote qui est instructif sur beaucoup de plans. Sur le plan individuel, sur les convictions de chacun des députés, c'est une chose. On va pouvoir analyser les votes des uns et des autres. Et évidemment, sur le plan des partis, de regarder un peu ce qu'ont été les positions des différents partis. Ce qui me frappe d'abord globalement, c'est que la question est devenue une question partisane, quasiment une question gauche-droite, puisqu'on a vu malheureusement sur ce vote-là que l'ensemble des voix pour sont issues de la gauche et l'ensemble des voix contre, à l'exception notable de celle de Jérôme Guedj, dont on parlera, sont issues de chez la Renaissance ou de la droite, ou l'extrême droite. Et il n'y a rien de plus dangereux pour nous que le fait que la lutte contre l'antisémitisme et le soutien à Israël deviennent des questions partisanes. C'est un peu le défi qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Comment faire pour que, au sein du Parti démocrate, par exemple, il y ait toujours des voix pro-Israël qui soient puissantes et fortes face à la montée des discours plus radicaux à l'aile gauche du parti. Eh c'est un peu la même chose au sein de la gauche française. Et ma déception personnelle a été de voir que le Parti socialiste, qui s'est pourtant positionné l'avant-veille dans un communiqué très clair, rejetant le mot de boycott, enfin l'appel au boycott et rejetant le terme d'apartheid, dans un communiqué du parti, et bien de voir que le groupe socialiste, le surlendemain matin, a choisi la politique de la chaise vide, à l'exception de Jérôme Guedj qui a porté la voix du PS et qui évidemment a voté contre en cohérence avec ce communiqué du parti 2 jours avant. Donc il y a eu une forme de lâcheté, il faut le dire, de manque de courage, qui est coûteuse pour le PS lui-même, mais qui surtout est très inquiétante pour nous parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de voix fortes suffisamment engagées à gauche pour que ce courant-là puisse exister. En tout cas, il ne s'est pas vu sur ce vote-là. Il y a un autre sujet qui est important à regarder. Alors, concernant la participation des Républicains, il y avait d'abord une explication technique. Il y avait un séminaire des Républicains ce jour-là. Éric Ciotti lui-même était en déplacement au Maroc. Il y a des contraintes logistiques aussi qui peuvent expliquer les choses. Et puis, bien entendu, dans ce genre de circonstances, c'est au parti le plus important, Renaissance,
d'assurer le résultat du vote. Renaissance et ses alliés, Horizon et autres, l'ont fait. Ils ont été très présents et donc il n'y avait pas de risque sur l'issue du scrutin. Voilà un petit peu les choses. Et puis, bien entendu, il y a sur le plan politique un point important, c'est qu'il y a eu de discours extrêmement favorables à Israël, très beaux, qui ont été faits par l'ensemble de ceux qui se sont positionnés contre ce texte. Donc, quelque part, je choisis de retenir que ce qui se voulait être une humiliation une humiliation d'Israël portée par le PC, LFI et quelques écologistes s'est transformée en tribune où on a eu peut-être les plus beaux discours sur Israël à l'Assemblée nationale depuis de longues années. Alors juste, j'aurais une petite précision, c'est que proportionnellement, à part le vote massif des députés de Renaissance, le deuxième parti qui a voté contre, eh bien, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen, hein, puisque 41 sur les 88 membres du groupe ont voté contre. Est-ce qu'à votre avis, ça ne doit pas être une incitation pour que lors de la prochaine présidentielle, des Français juifs se disent, bah, après tout, Marine Le Pen, elle n'est plus antisémite et elle est pro-israélienne? Ben, écoutez, c'est précisément un des enjeux, un des défis auxquels on va faire face. J'attendais votre question sur le Rassemblement national qui n'allait pas manquer de venir, je le savais, en bon observateur de la situation politique. Effectivement, le Rassemblement national choisit une stratégie qui est de dire que pour lever le verrou qui aujourd'hui les bloque pour accéder au pouvoir, la question du manque de respectabilité qui les prive des quelques points nécessaires pour accéder au pouvoir, ils ont choisi d'utiliser la communauté juive et la cause du combat contre l'antisémitisme et d'Israël pour gagner ces galons-là. Je ne me prononce pas sur la sincérité ou non des propos des uns et des autres, je ne suis pas dans leur tête. Néanmoins, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a pour eux un intérêt très fort à ces positions-là. Il y a un intérêt fort, c'est qu'ils estiment que s'ils arrivaient à gagner une forme de soutien ou d'indulgence de la communauté juive organisée vis-à-vis du Rassemblement national, ils retrouveraient une forme de virginité politique sur ces questions-là. Je ne souhaite pas leur donner ce tampon de cache-route républicaine, si j'ose dire. Je considère qu'il y a là quelque chose qui est une responsabilité qui va bien au-delà de la simple communauté juive et de la condition des juifs en France. Nous avons une alliance avec les partis républicains depuis plus de 200 ans, une alliance à laquelle on doit notre salut. Je pense que tant que nous sommes en mesure de le faire, eh bien, nous devons mener le combat avec les partis républicains, de gauche comme de droite, face aux extrêmes de gauche comme de droite. Et puis, bien entendu, on prend note de ce que chacun de chaque côté dit et la manière qu'il a de s'exprimer. Néanmoins, même si un jour le Rassemblement national devenait non antisémite et très favorable à Israël de manière publique et continue, il n'empêche que leur xénophobie resterait de toute façon pour les Juifs un problème. Nous nous prononçons aussi en fonction de valeurs morales et pas simplement en fonction de nos intérêts directs immédiats. Alors, vous avez parlé des partis républicains, je voudrais parler du Parti socialiste qui va redéposer une motion pour parler d'Israël encore, avec la notion pour reconnaître l'État palestinien, comme si ça n'avait pas déjà été rejeté les fois d'avant. Comment vous estimez cette remise, comme dit tout à l'heure, nous a dit tout à l'heure Chaim, de remettre le couvert en tout cas? Alors, j'attends de voir le texte pour me prononcer. Il y a un discours au Parti socialiste, un discours, j'allais dire, historiquement à l'écoute d'Israël et effectivement soucieux de retrouver une dynamique de processus de paix, ce qu'on ne peut pas leur reprocher en tant que tel, évidemment. J'attends de voir les modalités dans lesquelles c'est exprimé, bien sûr. Moi, ce qui m'importe, c'est que on ne fasse pas peser que sur Israël la responsabilité de ce qui se passe, qu'on comprenne qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, on ne peut pas mettre en équivalence un État démocratique qui fait tout pour protéger ses citoyens et protéger aussi autant que possible les civils de l'autre côté, et une organisation terroriste qui vise les populations civiles israéliennes et est prête pour cela à exposer ses propres populations civiles. Donc, il faut qu'on ait là-dessus beaucoup de vigilance.
Néanmoins, tous les discours républicains autour d'Israël qui respectent la légitimité d'Israël seront les bienvenus, mais j'attends de voir le texte pour pouvoir me prononcer. Enfin, quand on fait 1% aux élections présidentielles et que on n'arrive pas à s'imposer dans le climat, dans l'environnement de gauche, comment on peut se préoccuper de cette histoire-là d'Israël, notamment juste après un vote pour Israël, contre Israël apartheid? C'est quand même extraordinaire de voir quand même cet acharnement. Est-ce que c'est une façon de vivre? Il faut parler d'Israël pour vivre politiquement. C'est très étonnant. Moi, cette séquence m'a très étonné. Il y a des débats internes. Alors, je suis pas au cœur du Parti socialiste, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'informations. Et vous savez qu'au-delà de son score à l'élection présidentielle, le Parti socialiste a quand même beaucoup d'élus locaux. Vous en savez quelque chose en Occitanie au sens large, où il y a quand même encore des élus qui s'identifient comme socialistes et qui ont des fonctions importantes. Je pense à Carole Belga, je pense à Michael Delafosse, et ainsi de suite. Donc, il y a besoin que ces voix-là, qui sont sans doute plus raisonnables sur Israël qu'une partie plus radicale du parti ou de la gauche plus largement, puissent monter en puissance. Donc, il faudra bien qu'il y ait une parole de gauche à un moment donné rétablie sur Israël, qui ne soit pas une parole outrancière. Et elle viendra certainement plus, évidemment, du PS que du PC ou d'LFI, pour lesquels je ne me fais pas d'illusions sur leur capacité à évoluer aujourd'hui. Alors, durant l'opération Bouclier et Flèche, on a eu l'habituel communiqué du Quai d'Orsay que vous auriez pu rédiger vous-même, Yonatan Arfi, tellement c'est habituel. Alors, vous allez bientôt souffler votre première bougie de président du CRIF. Alors, entre nous, depuis que vous avez succédé à Francis Khalifa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations du CRIF avec les autorités publiques? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles évoluent par rapport à Israël, ou qu'on en est toujours resté, je dirais, au vieux schéma, il faut un État palestinien, etc., etc. Écoutez, je vais vous dire un petit peu mon ressenti là-dessus. D'abord, il y a un fond culturel au Quai d'Orsay et chez une partie des dirigeants politiques français, qui est celle, effectivement, d'un vieux schéma sur, j'allais dire, presque gaulliste au départ, qui n'est pas favorable au fond à Israël et qui reste arc-bouté sur un discours, ligne de 67, Jérusalem divisée en deux, et ainsi de suite. Enfin, on connaît le schéma classique, et en faisant porter la responsabilité de la situation actuelle fondamentalement sur Israël. Ça, c'est un discours qu'on trouve très présent. Ce qui, en revanche, a changé peut-être ces derniers temps par rapport à d'autres périodes où ces discours étaient prégnants, et ce qui fait la différence fondamentalement entre la situation aujourd'hui et il y a quelques années, c'est que la France a choisi pour autant de ne pas lier, de ne pas corréler la relation bilatérale à Israël à ces désaccords sur la situation du conflit israélo-palestinien. Pendant les périodes où Dominique de Villepin, Hervé de Charette ou Hubert Védrine étaient au ministère des Affaires étrangères, rappelez-vous, la relation avec Israël était tendue et gelée sur tous les plans, économiques, culturels, y compris parfois même les sujets de défense, au nom du désaccord sur le conflit israélo-palestinien. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. La France choisit d'avoir une relation bilatérale avec Israël vivante. Je rentre d'Israël, où je me suis entretenu avec Éric Danon, l'ambassadeur de France en Israël, mais aussi avec Daniel Saadar, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, et je peux témoigner du fait qu'il y a une réalité, une vitalité même de l'échange entre la France et Israël sur tous les plans. L'implantation de Carrefour il y a quelques jours en Israël en est le témoin sur les aspects économiques. C'est une victoire diplomatique aussi, hein, la présence de Carrefour en Israël, un grand groupe français présent dans le monde arabe très largement, qui choisit de s'implanter aussi en Israël. Ça témoigne du fait que la France choisit aussi de décorréler la question bilatérale de la question du désaccord sur le conflit, et ça, c'est une étape importante. Voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a des éléments de modernité qui commencent à apparaître. Maintenant, ils sont minoritaires. Je rappelle quand même que le président de la République, au dîner du CRIF, il y a 2 ans, avait
fait prononcer la phrase « Israël, capitale éternelle du peuple juif ». C'est une vraie étape. C'est une vraie étape parce que c'est une reconnaissance au fond que nous n'avions jamais eue. Évidemment, ça n'est qu'une étape parce que notre objectif, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale politique de l'État d'Israël. Donc, il y a encore du chemin. Néanmoins, c'est une étape que je pense certains des prédécesseurs gaullistes du président de la République n'auraient pas faite. Je pense notamment évidemment à Jacques Chirac ou évidemment dans un autre registre à François Mitterrand. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. De grands groupes français, Total, ont été impliqués aussi aux côtés de la France dans l'accord entre Israël et le Liban sur la frontière maritime. Donc, il faut prendre le jeu tel qu'il est. Moi, je suis convaincu que peu à peu, on arrivera à faire évoluer le Quai d'Orsay, je l'espère, dans le sens qui est l'intérêt de la France, dans un sens qui est aussi un dialogue plus ouvert et plus bienveillant avec Israël. Alors, donc, vous dites l'an prochain à Jérusalem? Bah, écoutez, je souhaite que effectivement ce soit le cas le plus rapidement possible pour l'ambassade de France, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Néanmoins, il faut entendre que la diplomatie, c'est toujours une question d'intérêt, d'analyse d'intérêt. Voilà. Quand je vois qu'aujourd'hui, des groupes comme Carrefour ou Total regardent autrement la relation avec Israël, je me dis que le Quai d'Orsay finira par comprendre que c'est son intérêt dans la foulée des accords d'Abraham, de la volonté de la France de peser avec les Émirats arabes unis et demain avec l'Arabie saoudite qui joue un rôle un peu pivot dans tout ça, bien de considérer que la relation avec Israël n'est plus un obstacle à quoi que ce soit dans le monde arabe. J'invite souvent à faire le bilan de la politique arabe de la France. Est-ce que la France, par la politique qu'elle a eue durant tant d'années vis-à-vis d'Israël, a été récompensée par le monde arabe? Est-ce qu'elle a eu plus de contrats, plus d'accords commerciaux, plus de soutien venu du monde arabe que ne l'a eu, par exemple, le Royaume-Uni ou que ne l'ont eu les États-Unis? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut être comme les États-Unis, le Royaume-Uni, avoir un discours plus de soutien à la seule démocratie de la région, à Israël, tout en menant sa relation économique avec le monde arabe. Et les accords d'Abraham en témoignent. Alors, Yonatan Arfi, une dernière question. Lors de ce conflit avec le djihad islamique, bouclier et flèche, on a vu une couverture médiatique presque inexistante, que ce soit sur France Info, France Culture, BFM TV, les chaînes d'information continue. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est l'influence du CRIF? Je ne sais pas s'il faut s'en plaindre ou ah non s'en féliciter d'une certaine manière. Non, mais à la fois, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... on s'est habitué à ces séquences de conflits de quelques jours qui surviennent régulièrement entre Israël et les organisations terroristes palestiniennes, que ce soit le Hamas ou dans le cas présent le djihad islamique. Effectivement, une couverture assez modeste sur le plan médiatique. Moi, mon objectif sur la question du conflit, elle n'est pas de rendre les médias ou la France pro-israélien. Chacun a le droit d'avoir son analyse. En revanche, elle est de faire entendre la complexité des choses. Simplement de faire que lorsqu'il y a une couverture du conflit, lorsque on cherche à analyser ce qui s'y passe, eh bien, on ait le souci d'entendre un peu les deux narratifs et pas un seul. On comprenne que le terrain est complexe et que il y a des éléments qui doivent éviter d'être rapportés tels quels, bruts, parce qu'en fait, on sait qu'ils sont parfois faux, parfois ils servent à mettre de l'huile sur le feu et ainsi de suite. Donc, remettre de la complexité, remettre de l'humanité, des visages, de l'humain. C'est pour ça que je milite pour qu'il y ait plus d'échanges entre la société civile française et la société civile israélienne. On montre régulièrement des voyages, des projets là-dessus. Et puis, évidemment, rappeler qu'il ne peut pas y avoir de mise en équivalence sur le plan moral entre une démocratie et une organisation terroriste, quelle que soit la situation sur le terrain. Merci Yonatan Arfi, président du CRIF national, pour cette analyse, en tout cas sans langue de bois. Raïm, nous terminons. Merci. Voilà, nous terminons cette émission. Laurent, merci de votre fidélité dans votre aquarium et son tuba. Pour la technique, ça a été remarquable. Merci Raïm. Raïm, vous êtes toujours là? Voilà, et nous vous disons à dans 15 jours et je vous dis, n'oubliez pas de leur dire que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, à ciao, à dans 15 jours.